Si je me souviens bien, donc on s'était quitté la semaine passée, on avait vu ce que je trouve vraiment excitant, le concept de l'apprentissage auto-supervisé où on cherche à apprendre à partir de données qui ne sont pas étiquetées. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne viennent pas avec l'équivalent de ImageNet. Par exemple, nous, on travaille beaucoup en ce moment en foresterie, puis on n'a pas accès à un jeu de données de millions d'images d'arbres en forêt qui ont été étiquetés à la main avec les essences et tout et tout. Donc, c'est vraiment, je pense, un domaine de recherche qui est très, très intéressant, mais aussi pour les gens, certains d'entre vous qui allaient faire de l'applicatif. Je pense que c'est vraiment une nouvelle percée là, qui date de moins de 18 mois, qui est vraiment intéressante pour tous. Donc, la semaine passée, je vous disais, on s'est laissé sur MoCo, Momentum Contrast. L'idée, si on reprend le diagramme de base, là, on va encore avoir à la tête une perte contrastive qu'on a vu beaucoup la semaine passée. On va avoir un encodeur qui va prendre donc une requête ici. L'idée, ça va de retrouver dans une série d'images la plus proche de celle de la requête. On va faire cette comparaison-là via des embeddings, donc des clés ici qui sont indiquées comme K, et la query qui est donc la clé associée à l'image de requête. La particularité donc de MoCo, c'était que l'encodeur ici, on allait faire la mise à jour avec une technique là, de momentum qu'on appelle. Donc, vous avez les poids associés à l'encodeur ici du query. Et ce qu'on va faire, c'est une espèce de somme convexe. Donc, on va prendre une petite partie des poids de l'encodeur et on va les transférer. On va mettre à jour l'encodeur sur les clés avec cette petite mise à jour-là. C'est un concept, je pense que j'avais parlé la semaine passée, c'est un concept qui revient de plus en plus sur le momentum, sur les poids eux-mêmes, ce qui permet si vous voulez, de garder un peu en mémoire qui était le réseau il y a quelques itérations, puisqu'on fait une mise à jour très, très lente des poids. On peut penser que c'est similaire à avoir un learning rate qui est faible, mais c'est pas tout à fait la même chose ici. C'est sur les poids eux-mêmes qu'on fait cette petite mise à jour là, pondérée. Toujours important encore là, la semaine passée, le concept de température. Donc, on veut rendre les sorties de notre réseau beaucoup plus expressives. Rappelez-vous toujours que les réseaux sont entraînés à être surconfiants. C'est pas parce qu'on veut ça, c'est juste qu'on n'a pas accès à un jeu de données qui nous donnerait des confusions, par exemple. Donc, le fait de rehausser la température, de diviser les scores par taux, va venir rendre les sorties de notre prédicteur beaucoup plus expressives. Dans le langage mathématique, ils vont dire que c'est une sortie qui a plus d'entropie, donc qui est, si vous voulez, que l'information est répartie sur plus de classes. Donc, le momentum, on avait vu aussi que c'était important parce que notre encodeur et notre décodeur, notre encodeur pour les clés et notre encodeur pour notre dictionnaire doivent être quand même relativement synchronisés. Et si on fait des mises à jour trop rapides sur l'encodeur du dictionnaire, ça se produit donc c'est les teintes de l'encodeur qui varient trop vite. Parce qu'on veut garder, dans le fond, une batch relativement grande de clés du dictionnaire sur notre carte GPU. Et comme la mémoire est limitée, donc on doit, si vous voulez, efflusher l'encodeur des clés précédentes. Il faut garder juste un encodeur pour les nouvelles images qu'on rajoute. On ne veut pas que les clés, si vous voulez, soient désynchronisées entre elles. Je passe un peu plus vite là-dessus. Les trois approches que l'article, sans dire qu'il propose, il veut venir justifier un peu pourquoi ils font ce concept-là de momentum. On aurait pu aborder ce problème-là d'avoir donc un encodeur pour les clés du dictionnaire, un encodeur pour le query. On pourrait dire, dans le fond, tout est placé en mémoire, tout est accessible. Donc, lorsqu'on a une perte sur le gradient, notre contrastive là ici, notre gradient, dans le fond, on pourrait le faire propager et vers l'encodeur pour le dictionnaire et vers l'encodeur pour les queries. Donc, ce serait la solution, si vous voulez, idéale, end-to-end. Le problème, c'est que on travaille des cartes GPU qui ont une quantité de mémoire limitée. Oui, ça augmente avec les années. On voit maintenant des modèles, par exemple, de GPU A100 de NVIDIA, basés sur la plus récente architecture Ampère, qui peuvent maintenant être achetés dans un format de 80 gigs de mémoire vidéo. Mais ce qui arrive, c'est dès que vous mettez entre les mains des chercheurs des cartes avec 80 gigs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bien, ils veulent en mettre 10 ensemble pour avoir 800 gigs. Puis après ça, c'est de mettre des clusters, et ainsi de suite. Donc, essentiellement, il n'y en a jamais assez de mémoire parce que, en général, plus notre taille du problème est grande, plus notre entraînement peut être facile. Donc, on va frapper un nœud ici. On ne pourra pas stocker nos encodeurs, tous les encodeurs qu'on voudrait avoir sur la carte GPU, parce que rappelez-vous, si je veux faire la mise à jour des poids de mes encodeurs, je fais une descente de gradient, donc je vais être capable de calculer ces gradients-là sur le GPU. À l'inverse, on pourrait dire, je vais juste stocker toutes mes clés de mon dictionnaire. J'ai passé mon jeu ImageNet au complet avec un encodeur. Je stocke les clés en mémoire et je ne vais pas faire d'entraînement donc directement sur l'encodeur de ces clés-là.
je vais juste échantillonner, je vais faire du sampling. Donc, je vais les piger en mémoire dans ma RAM, par exemple, principale, ou sur mon disque dur. Je vais ces clés-là pour les comparer avec mon encodeur. Donc, j'ai un dictionnaire qui est beaucoup plus large, ce qui devrait aider à l'entraînement. Mais comme si vous voulez, c'est statique un peu, j'ai plus accès à l'encodeur quand j'ai fait ça. Là. Je l'ai mis de côté l'encodeur. J'ai juste gardé les clés. Mais le gradient peut juste se propager vers l'encodeur du query. Donc, finalement, les autres, ce qu'ils ont proposé, c'est simplement de dire, on va faire, oui, les mises à jour du gradient ici. Puis après ça, pour s'assurer que l'encodeur du dictionnaire ne se désynchronise pas trop, c'est la mise à jour lente avec le momentum qui était placé entre les deux ici. Si on regarde maintenant les résultats qu'ils ont obtenus sur un jeu de données ImageNet, le classique, on voit tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'une approche de type end-to-end, qui serait l'approche idéale, et l'approche qu'il propose, donc Moco en orange ici, on voit donc que pour un nombre de clés qui est relativement petit, donc c'est les clés négatives, donc les clés qui ne correspondent pas à la même image qui a été utilisée pour le query, qu'on voit que les deux sont très proches. C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que la performance, dans le fond, le Moco cherche à vouloir simuler cette approche-là, parce que j'aurais une grande quantité de mémoire sur mes GPU. Donc, on voit que c'est très proche. Pourquoi est-ce qu'ils font pas le test à 4096, etc.? C'est parce que justement, ils frappent le mur de la mémoire. Ils sont pas capables d'aller plus loin en mémoire ici, en end-to-end. On voit ici l'approche Memory Bank. Elle n'est pas désastreuse, mais on voit quand même qu'on a une différence ici de 2,6 à peu près ici, donc d'à peu près 3,4. Donc, on voit qu'on a quand même une certaine différence, donc un gain à vraiment faire l'approche de type Moco. Si on regarde maintenant par rapport à d'autres techniques, donc on voit qu'avec un ResNet 50 ici, là, donc avec les largeurs W 4 fois donc plus large, donc un modèle plus gros, on voit ici en bas le nombre de paramètres. On voit que l'approche Moco domine quand même relativement bien ici dans la zone de moins de paramètres. Bon, ici, il y a CMC qui le dépasse, mais dans l'ensemble, on voit c'est une approche qui est très, très compétitive par rapport à d'autres. C'est intéressant quand vous lisez dans la littérature. Il y a plusieurs approches. On va le voir là, la Moco V3. Et aussi d'autres techniques d'apprentissage par contraste. Et ce qu'on voit, c'est que le rythme de publication est tellement rapide entre les versions qu'on va voir, par exemple, Moco V1 qui apparaît avec une technique SimClear V1. Et après ça, les deux s'échangent des idées. Et après ça, on va apparaître V2 pour Moco et V2 pour SimClear, par exemple. Après ça, ils s'échangent des idées et ainsi de suite. Donc, on voit les versions V3. Donc, c'est vraiment une espèce de relation très rapide d'innovation entre ces techniques-là. Puis de voir aussi comment les techniques de Moco ont été transférées, par exemple, à SimClear et vice-versa. Maintenant, version V3, qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer les performances du motion contrastive? Ce sont des améliorations avant tout incrémentales, mais qui néanmoins donnent quand même des résultats très probants. Si vous vous rappelez, pour Moco, version 1, vous voyez l'accuracy maximale est inférieure à 70 alors que maintenant, vous voyez, c'est 71 c'est le bas du graphique ici. Donc, on voit ici en orange encore là les versions Moco. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme amélioration par rapport à V1? Premièrement, ils ont abandonné ce concept-là de fil dynamique des clés. Donc, ils se sont rendus compte que c'était assez complexe à implémenter et c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans la littérature. C'est si votre technique est complexe à implémenter, les gens ne vont pas l'utiliser. Donc, la simplicité est roi et maître quelque part. Les gens n'aiment pas des solutions qui sont complexes. Puis, d'avoir ce concept-là de momentum upgrade, de momentum mise à jour, puis de conserver une liste, surtout la liste dynamique des clés, c'était quand même beaucoup de comptabilité. Donc, c'était un peu complexe à implémenter. Donc, ils ont abandonné ça sans grande perte de performance. Surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle les Visual Transformers, qu'on n'a pas vu en classe. On a vu les Transformers pour la vision, pour le langage. Donc, on voit ici un gain quand même assez important, presque 10 de gain en utilisant une architecture qui est plus puissante et plus profonde, qui est celle peut-être pas nécessairement plus profonde, mais plus puissante, qui est celle des Vision Transformers. Allons maintenant vers SimClear version 2. On avait vu brièvement ça au début je pense, à la troisième leçon, j'avais brièvement abordé SimClear. Donc aujourd'hui, on va le voir un peu plus en détail dans sa version V2. Et encore là, on parle de Big Self-Supervised Models. Donc le concept ici qui commence de plus en plus à s'installer dans la communauté, ce concept-là de dire plus mon modèle est gros, meilleure sera ma généralisation ou ma capacité à apprendre avec des données non étiquetées. Ce qui est quelque chose, comme je vous avais mentionné, qui, à mon avis, est une découverte importante des 3 à 5 dernières années. Là, ce concept-là de dire que bigger is better, même dans le cas où on n'a pas nécessairement beaucoup de données étiquetées. Dans les points clés de cet article, donc, comme j'ai dit, l'importance des gros réseaux pour le semi-supervised, ça se voit maintenant, je vous dirais, là, presque tous les articles, c'est ce qu'ils vont dire à la fin des expériences. Plus notre réseau est gros,
meilleure était notre capacité à absorber l'information. On se rappelle qu'on avait vu la distillation qui nous permet de transférer la connaissance d'un réseau entre deux réseaux, peu importe quelles sont les architectures. Donc, je peux donc transférer l'information d'un gros réseau vers un plus petit. Si, par exemple, j'ai des requis de temps d'exécution ou de mémoire qui font que le plus gros ne peut pas être utilisé lors du moment de l'inférence. La distillation, je le rappelle, on hausse la température pour avoir une sortie plus riche en information. Et on va utiliser cette information enrichie pour entraîner notre réseau, qui est notre réseau student. SimClear va faire l'apprentissage semi-supervisé en 3 étapes. La première étape, c'est de faire un entraînement, on va dire task agnostique. Donc, je prends un gros jeu de données qui est disponible, par exemple ImageNet, et je vais faire donc un pré-entraînement avec la technique SimClear V2. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire un fine-tuning, donc à partir du backbone et de certaines, on va voir ça, on appelle ça la tête de projection. Donc, on va faire un fine-tuning du réseau avec le peu de données étiquetées qu'on a pour avoir un teacher qui est maintenant adapté à la tâche downstream, la tâche en aval. Et après ça, on va transférer la connaissance de notre gros réseau qui a été fine-tuné sur la tâche en aval vers un plus petit. Donc, c'est notre façon de faire. Ce n'est pas une technique qui utilise du pseudo-labeling, c'est vraiment de dire la technique de distillation standard. Donc, on voit ici la première étape. J'ai mon jeu de données immense non étiqueté. On va avoir un gros réseau de neurones. Ça peut être un CNN ou ça peut être un réseau transformer, comme on a brièvement abordé précédemment. Et un point important de l'article de la version V2, c'est ce qu'on appelle le projection head. Et donc, on a à la tête ici notre perte contrastive qui va nous dire des exemples qui proviennent de la même image, mais qui ont été transformés avec du augmentation. Je devrais avoir des sorties similaires de notre réseau. Et pour des exemples différents, ça devrait être des sorties similaires. Donc, c'est une perte contrastive qui n'est pas directement reliée à la tâche qu'on veut faire. La tâche qu'on veut faire, on va voir, là, c'est l'information va bifurquer vers là. Et comme la tâche de la perte contrastive l'objectif n'est pas le même que pour la tâche en aval, le fait d'avoir cette projection head-là, ça nous permet de découpler un peu donc ces deux tâches-là. On va faire un petit peu de mécanique. Il y a des pièces mécaniques. En anglais, ça s'appelle des flex couplers. L'idée, c'est que il y a un axe de rotation, un axe ici qui rentre, là, puis un axe qui sort là, un essieu. Et vous voyez comment la pièce a été travaillée mécaniquement. C'est comme une espèce de gros ressort. Et ce que ça permet de faire, donc, c'est oui, je vais transformer la force de rotation entre mes deux axes, mais je veux permettre une certaine flexion, si vous voulez, entre les deux pièces mécaniques. Je ne sais pas si vous voyez ici, on est capable de transmettre la force de rotation, mais pas nécessairement les forces qui sont perpendiculaires à l'axe. Okay? Donc, c'est un peu cette façon imagée-là que vous devriez voir, cette tête de projection-là. Je vais coupler quand même certaines informations, mais aussi je vais me permettre d'en découpler parce que la perte contrastive n'a pas rapport avec ma perte de ma tâche finale. Donc, ce couplage-là nous permet une certaine flexibilité. Le réseau va donc avoir une certaine flexibilité. Donc, deuxième étape, ça va être le fine-tuning. Donc, je vais prendre une des couches de cette tête-là de projection avec mes données étiquetées ici. Je vais faire un fine-tuning qui va me permettre donc d'ajuster le CNN ici et cette tête-là. Notez que cette partie-là de la tête, maintenant, n'est pas utilisée pour ce fine-tuning-là ni pour la distillation. Finalement, donc, je fais donc la distillation après ça pour prendre la sortie ici donc de mon réseau donc ce réseau-là ici qui était fine-tuné sur la tâche. Et donc, sur ma tâche spécifique ici, donc je peux rajouter un réseau qui est plus adapté parce que, par exemple, il est plus petit. Et l'idée, c'est que je récupère donc l'information qui me provient de mon réseau ici pour venir faire l'entraînement ici. De façon animée, donc, on voit, donc pour SimClear, ça va être une perte contrastée. Donc, je vais prendre, par exemple, la même image ici pour mes exemples positifs. Hein, c'est comme le réseau siamois. Donc, je fais d'abord beaucoup de documentation. Je prends, par exemple, des crops aléatoires. On voit ici du color dropout. Donc, j'ai gardé seulement les teintes de rouge. Ici, je l'ai mis en noir et blanc. Je passe ça ici. Donc, ça, c'est le même réseau. Je vais avoir donc une représentation cachée. J'ai après ça ma tête de projection, donc des couches de multilayer perceptron pour me donner ensuite un vecteur qui va servir ensuite à faire l'application de la perte contrastive. Et vous avez ici un autre exemple. Donc, ça me permet d'avoir des paires positives ici et des paires négatives. On va vouloir chercher avec la perte contrastive à rapprocher ces deux représentations-là, éloigner ensuite les paires négatives entre elles. Donc, j'ai plusieurs combinaisons de paires négatives. Donc, j'obtiens ici donc le diagramme. Bon, j'ai donné dans l'étiqueté, mon gros réseau qui va servir à absorber l'information et ma tête de projection. La perte contrastive, elle est classique, c'est celle qu'on a vue depuis le début. C'est toujours ce concept-là de similarité entre deux représentations. Ici, la représentation à la tête, la représentation produite par les images qui sont passées à travers le réseau et la tête de projection.
Donc, quand c'est le cas d'une paire positive, je veux que la similarité soit élevée. C'est pour ça qu'il y a un moins ici. Ce que je veux leur faire, c'est minimiser donc moins le logarithme de quelque chose qui monte lorsque ça va bien. Et en bas ici, ce qu'on veut, c'est que la similarité entre les exemples négatifs soit faible. Donc, on met ça à l'exposant. Donc, ce terme-là ici va, à mesure qu'on améliore, dans le fond, qu'on diminue la similarité. Donc, ici, ça va descendre vers 0. Donc, encore là, ici, la partie de la fonction ici va augmenter. Donc, c'est pour ça qu'on a un terme négatif ici. Je rappelle, c'est très, très proche de la softmax. C'est important ici, donc, le fait que ZI et ZJ ne soient pas exactement le même chiffre, c'est parce que lorsqu'on rentre l'image, comme on a vu dans l'illustration tout à l'heure, il a fallu faire beaucoup de documentation. Donc, SimClear, V1 ou V2 exige d'avoir beaucoup, beaucoup de documentation lorsqu'on produit les exemples positifs. Ici, donc, je l'ai dit, c'était des images différentes. L'importance encore de la température pour rendre le tout très expressif. Ils ont aussi utilisé l'approche de Moco pour augmenter le nombre de vecteurs Z par itération. Donc, encore là, cette file dynamique de valeurs Z pour pouvoir faire augmenter la qualité de l'entraînement, la stabilité. C'est souvent ce qu'ils remarquent, c'est plus la quantité d'exemples négatifs est grand dans la carte GPU, meilleure sera la stabilité. Et en partie aussi, on peut se permettre possiblement de choisir, on avait vu ça, le hard negative mining, de choisir dans le fond des exemples négatifs qui sont plus utiles à l'apprentissage. Deuxième étape, j'avais mentionné, donc ça va de faire ce fine-tuning-là sur une des têtes. Il faut choisir une des couches de notre tête de projection ici. Et finalement, donc, la distillation vers la tâche spécifique. Donc, la perte de distillation, ça va être une perte de cross-entropie, donc, entre la sortie donc, du teacher et la sortie du student, qui était modulée avec la température. Si vous avez un peu plus d'exemples d'entraînement, c'est possible aussi de faire une perte jointe ici. Donc, à la fois une perte de distillation, une perte de distillation qui est la même ici, avec un terme alpha, et un moins alpha, ici, ça va être une perte d'entropie croisée sur les prédictions là, du student à partir de la vérité terrain. Ici, on a accès à la vérité terrain. Si on regarde les résultats maintenant sur la classification sur ImageNet, on voit donc que SimClear 2 s'impose quand même. On voit ici en gras, donc ils ont obtenu les meilleurs résultats. Top 1, lorsque j'ai juste accès à 1% des labels sur ImageNet, on obtient 76,6%, ce qui est même très bien. Pour l'erreur top 5, donc on voit 93,4% en erreur top 1, ce qui est quand même top 5 pour 1%. Bien entendu, ce qu'on remarque, c'est à mesure qu'on augmente la quantité de données dictées, on passe ici de 1 à 10. Bon, c'est sûr que les performances s'améliorent, mais on voit quand même que les gains ne sont pas énormes. Ici, on a doublé la quantité de données dictées. Puis, vous voyez, le gain ici n'a été que de 2,1%. Donc, je vous avais déjà parlé un peu de ces concepts-là de loi de puissance où, par exemple, j'augmente d'un facteur 10 puis je gagne 2% en précision. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître là, ici, quand même relativement de façon probante. Là. Donc, gardez toujours ça en tête. Vous allez peut-être un jour frapper ce mur-là de la loi de puissance où on vous demande d'aller chercher un 2-3% de plus. Vous voulez ce 2-3% de plus-là, mais là, ça commence à devenir extrêmement coûteux d'aller chercher des images puis des édictés. Donc, gardez ça en tête. Il y a une loi de puissance probablement qui éventuellement vous allez frapper. L'importance de la taille du réseau, vraiment aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai martelé. La semaine passée, j'ai martelé ça aussi. Ce qu'on voit dans notre figure ici, donc en fonction du nombre de paramètres, donc 50 millions à 250 millions de paramètres. Donc ici, c'est la taille du réseau qui augmente. Et en bleu ici, c'est lorsque j'ai seulement 1% de mes données étiquetées, 10% ou 100% qui est un code régime là, standard là, essentiellement de supervised learning, si vous voulez. Là. Ce qu'on voit, c'est lorsque je n'ai pas accès à beaucoup de données étiquetées. Vous voyez comment le gain relatif donc à mesure que dans le fond, que j'utilise, là, que je grossis le réseau, donc il n'y a pas de gain relatif comparé à 25 parce que c'est disons, notre baseline. Là. Donc, à mesure que j'augmente la taille du réseau, vous voyez comment l'écart entre le supervise avec un petit réseau versus un réseau qui est grand, comment il augmente de façon monotonique. Donc, le message qu'on voit ici, c'est vraiment bigger is better. Et le gain est quand même pas négligeable. On voit ici, là, on parle de 20% de gain à mesure que je grossis mon réseau en self-supervised learning. Donc, c'est quelque chose qui est très appréciable. Surtout si vous faites encore là dans là, on parle ici, c'est 1%, c'est 1% de ImageNet. Donc, ImageNet, si c'est 1 million d'images, ben 1% d'un million, ça, c'est quelque chose comme 10 000 images. Puis, lorsque vous faites vous-même vos propres jeux de données, en général, c'est difficile de dépasser le 5 à 10 000 images, surtout si c'est de la notation fine. Ici, c'est de la notation quand même assez grossière. C'est juste la classe dans l'image, mais quand même de 10 000
10 000 images, ça commence à être long. Si vous passez 1 à 2 minutes par image, le temps de la saisir, de la rogner, de la nettoyer, de la vérifier, puis de l'étiqueter, 10 000 minutes, c'est quand même beaucoup de temps. Donc, on peut voir que vous pouvez avoir des gains quand même très substantiels, justement, en utilisant ces gros réseaux-là. J'ai introduit le concept de la tête de projection. La question maintenant de savoir, c'est, premièrement, combien de couches utiliser et ensuite, quelles couches réutiliser pour le fine-tuning. Donc, ils ont fait des tests d'ablation dans l'article. On voit ici, par exemple, 2, 3 ou 4 couches MLP pour la tête de reprojection. Donc, on voit ici que pour 1% de données, 4 est meilleur. Pour 10%, 4 est meilleur. Et à 100%, donc, on voit que 4 et 3 est peut-être meilleur. Mais ce qu'on voit, c'est que le gap entre 2 et 4 se resserre à mesure que j'augmente la quantité de données disponibles. Donc, eux, dans l'article, je pense qu'ils avaient choisi d'en faire 3 qui étaient comme un bon mitoyen. Ensuite, ici, c'est la question de savoir c'est quelle couche je vais prendre pour, dans le fond, extraire l'information pour faire mon fine-tuning. Et ici, on voit donc, est-ce que j'en prends pas? Donc, c'est 0, c'est la sortie directement de mon agnostic, qui est la version SimClear V1. Il n'y avait pas de cette tête-là de projection. Donc, on voit que 0 fonctionne le mieux lorsque j'ai 100% des données dictées, ce qui n'est pas le cas de figure intéressant, mais c'est plus dans les régimes où j'ai peu de données dictées. Donc, on voit ici que 1 semble se démarquer quand même pour la situation de 1% et 10% de données dictées. Donc, là, ça vient justifier la raison pourquoi ils ont choisi, dans le fond, de prendre la sortie de la première couche de projection pour après ça aller nourrir la partie fine-tuning et self. Et ensuite, là, de faire du teacher-student. La dernière technique qu'on va voir, c'est une technique quand même assez récente. Ça a été publié le 11 novembre 2021. J'ai ramassé ça sur mes Google News parce qu'à 4 heures du matin, j'avais une petite insomnie puis j'étais allé voir sur mon cellulaire parce que j'avais rien d'autre à faire. Donc, remercie mon insomnie pour avoir trouvé cette technique-là. Et ça s'appelle donc Mask Autoencoders are Scalable Vision Learners. Donc, on va travailler encore là avec les Vision Transformers. Comme je vous dis, là, ici, on a juste besoin de les voir d'un point de vue conceptuel. Et l'aspect important, donc, il va y avoir un côté auto-encoder, il va y avoir un côté masqué, puis le côté des Vision Transformers. Parfois, de regarder quels sont les auteurs d'un article nous permet de juger de sa qualité. Ici, c'est quand même un who's who assez important des réseaux de neurones profonds. Kai-Ming Lee, c'est l'auteur des ResNet. Et Peter Dollar et Ross Gershik, ce sont eux qui ont travaillé sur les masques RCNN, Faster RCNN de ce monde. Donc, on voit que c'est quand même des grosses pointures qui sont derrière cet article-là, ce qui, en général, inspire quand même une certaine confiance. Et Facebook travaille quand même un gros groupe de recherche sur en vision. Ne cachera pas, c'est probablement pour faire de l'analyse des images que les gens mettent sur Facebook, parce que Facebook, c'est vraiment le magnifique jeu de données visuelles et aussi textuelles, parce que les gens écrivent quand même beaucoup, partagent parfois des nouvelles, disons, douteuses, disons. Mais ça, c'est un autre sujet, là, la responsabilité de nous, gens qui font de l'IA, par rapport à l'utilisation de ces techniques-là. Et on le voit de toute façon en ce moment-là aux États-Unis, là, c'est le scandale de Facebook avec le Congrès. L'objectif de MAE, ça va être de dire, je prends une entrée, une image dans l'entrée, on va venir retirer 75% ou jusqu'à 75% de l'information visuelle. Donc, vous voyez, on a vraiment criblé au hasard l'image, là, qui reste seulement 25% de petites rognures dans l'image. Et c'est une tâche de reconstruction. Par exemple, cette rognure-là ici, elle a été recréée. Bon, celle-là, elle n'est pas très intéressante, elle est noire. Là. On peut voir, par exemple, ici, la rognure qui était manquante. Vous voyez comment elle a quand même été bien recréée. Vous voyez, on a respecté la pente de l'abat-jour. Donc, on veut faire un réseau qui va apprendre à reconstruire une image à partir de seulement des petites placettes là, qui ont été choisies au hasard. Là, on voit ici, à droite complètement, l'image originale. Important, si vous voyez les petits carrés ici qui semblent un peu mal reproduits, ces carrés-là correspondent exactement au carré de l'image originale. La raison pourquoi ils ne sont pas très, très bons, c'est qu'on n'a pas demandé au réseau la perte n'est pas calculée sur les rognures qui sont déjà présentes dans l'image d'entrée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de requis que ça soit très, très beau nécessairement. Là. L'important, c'est que les parties manquantes soient bien reproduites. Encore là, c'est le même principe. Si je suis capable de reconstruire une image qui était masquée en partie, ça veut dire que mon réseau a compris quand même une certaine sémantique de cette image-là. C'est ce qu'on va lui demander de faire. Ils ne font pas nécessairement beaucoup de degmentation dans l'article.
L'argument qu'ils prétendent, c'est simplement que le fait d'avoir une si grande quantité de données masquées, et à chaque fois que je passe une image dans mon entraînement, on va piger au hasard un nouveau masque. Donc, ça va faire que le besoin de augmentation est relativement faible par rapport à, par exemple, des approches comme SimClear où là, je dois vraiment, vraiment avoir une composante clé de SimClear. Je dois avoir vraiment des vues différentes de la même image et ces vues différentes-là sont obtenues via la augmentation. C'est basé sur les architectures de Vision Transformer. Grossièrement, à Vision Transformer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image, on va les découper en petits morceaux. Nos petits morceaux vont devenir des tokens, comme dans le langage. C'est vraiment comme on a pris les approches de langage là, de NLP sur les transformers. Et on va juste, au lieu d'avoir un mot visuel puis un embedding, d'avoir un mot ou un embedding d'un mot dans notre token, on va dire, ben, j'ai un embedding d'une image, par exemple. Et c'est tout. On vient choisir, et on va pas faire un masque qu'on va venir appliquer sur l'image, c'est carrément ce qu'on va faire, on découpe notre image en petits morceaux. Et après ça, on va simplement dire, ben, je vais en prendre 25 de petits morceaux. Ça va donc être ici mes tokens que j'ai récupérés. Et il va y avoir, comme dans le cas du NLP, on va avoir un position encoder qui va être inclus dans l'information pour dire au réseau d'encodage où se situe la placette dans l'image. Et là, il va y avoir un encodeur qui est relativement gros, qui va vouloir créer une représentation latente. Et après ça, lorsque vient le temps de créer l'image, j'ai besoin d'un décodeur. Hein. C'est un peu comme un auto-encodeur sur Appli. Je prends mon image, je fais mon encodage, j'ai des informations latentes, et après ça, je fais un décodeur qui vient prendre l'information latente pour recréer l'image. Et je fais ma perte là, entre la sortie et l'entrée. C'est comme ça que j'obtiens ma vérité terrain. Je dois reproduire l'image. Donc, vous voyez ici l'image en sortie, là, qui doit être une représentation la plus fidèle possible de l'image d'entrée non masquée. En turquoise, ici, c'est les tokens donc, qui ont été appris qui a été généré via l'encodeur. Je dois avoir un token qui va dire ici, j'ai un morceau masqué dans l'image. Et après ça, le décodeur va prendre l'information pour dire est-ce que tu es masqué ou est-ce que j'ai l'information, un embedding disponible. Et bien entendu, là, je vais en revenir un petit peu plus tard. Là. Et on va aussi inclure donc de l'encodage de position dans ces masques-là, parce que si le token ici et ici est identique, ben, le réseau ne pourra pas créer, par exemple, cette partie-là et partie-là, puisqu'ils vont être pareils. Donc, notre encodage de position, qui sont souvent des sinus cosinus, là, comme on avait fait en LP, c'est une information qui est comme subtile, qui est incluse dans le token. Là. Donc, va permettre au décodeur de prendre cette information-là et de venir donc générer l'image, les bouts manquants. Donc, un point fort ou un point important de l'article, c'est que ils disent décodeur est asymétrique. Souvent, dans les autoencodeurs, vous voyez ça, c'est que l'encodeur puis le décodeur étaient parfaitement symétriques, c'est-à-dire que le décodeur était comme la transpose de l'encodeur au niveau des filtres et tout. Ici, ils disent non, on a besoin d'un très gros encodeur pour extraire l'information. C'est la partie vitale du système. Et donc, le fait d'avoir un décodeur qui est plus faible va forcer le réseau, dans le fond, à pousser sa compréhension dans l'encodeur. Et un élément important, c'est qu'on ne va présenter ici que 25 des morceaux de l'image. Donc, ça veut dire que même si mon encodeur est très, très gros, il n'est appliqué, dans le fond, que sur 25 des bouts de l'image. En contrepartie, le décodeur doit être appliqué sur 100 des tokens. Donc, le fait qu'il soit plus petit, mais qu'il est appliqué sur plus d'images, alors que lui, il est plus gros, mais appliqué sur, pas d'images, mais de placettes, là. Lui, il est plus gros et appliqué sur moins de placettes. Ça fait qu'il va avoir un bon équilibre au niveau du temps de calcul. Et cette partie-là ici de décodage, un peu comme un auto-encoder, si on veut s'intéresser juste à la partie au vecteur de latent, on peut simplement l'enlever, utiliser cette information-là, la représentation latente pour être capable de faire notre tâche cellulaire, par exemple. Si on regarde maintenant au niveau des comparaisons, donc VI, c'est pour Visual Transformer, et là, ils ont des big, large, puis probablement H pour huge, donc plus ça va ici, plus ils sont gros. Ici, c'est différentes techniques de self-supervised learning. Dino, on l'a malheureusement pas eu le temps de le voir cette année. Moco V3, on l'a vu il y a quelques instants. Est-ce qu'on voit donc le mask auto-encoder obtient les meilleurs résultats? Et pour un réseau quand même très, très gros transformer, vous voyez 87,8 ça, c'est sur le ImageNet, donc 1000 classes. Et ça, je me rappelle bien, c'est sur le Top One. Donc, ils obtiennent le meilleur score de tous les architectures et réseaux sur ImageNet, Top One, sans utilisation de données auxiliaires. Donc, ce qu'ils font, c'est la technique de je prends mon jeu de données, je m'enlève les étiquettes, je fais du self-supervised. Et lorsque j'ai fini après ça, je fais du fine-tuning maintenant avec les étiquettes. Et ils obtiennent donc les meilleurs résultats. Donc, c'est un state of the art essentiellement pour ImageNet sans données auxiliaires. Il y avait la question de savoir combien de
pourcentage de mon image je devrais masquer. Ça, c'est vraiment l'aspect important des articles plus modernes en deep learning, là. C'est ce concept-là d'étude d'ablation. Et ils font cette étude d'ablation-là pour deux cas de figure. Le cas où je me permets de faire un fine-tuning complet de l'architecture et le cas où je fais juste ce qu'il appelle le linear probing, qui était la méthode qui était mise en place il y a 4 ans pour pouvoir comparer les différentes techniques. Donc, c'est-à-dire que je pré-entraîne mon backbone avec mon approche self-supervised et après ça, j'enlève la tête, je mets une couche linéaire et j'ai pas le droit de fine-tuner les couches inférieures, j'ai juste le droit de fine-tuner la couche linéaire. Et ce qu'on constate ici, c'est que le plateau est quand même relativement large en termes de performance en fonction du pourcentage des tokens qui sont éliminés, donc de l'image qui est masquée. On voit donc 84,7, 85. Donc, c'est relativement généreux. Donc, d'avoir une architecture qui n'est pas très sensible à certains hyperparamètres, c'est quelque chose qui est rassurant quelque part. Donc, on voit qu'en 40-80% de masquage, les performances sont quand même, somme toute, très agréables. Pour le linéaire, ce qu'on voit, c'est que le plateau est un peu plus évasif. Ce qui est probablement normal parce que vu que je ne m'autorise pas à laisser le gradient venir modifier le backbone, c'est sûr que le système est un peu plus, disons, fragile, un peu plus moins flexible. C'est peut-être pour ça qu'on voit les performances sont un peu plus tributaires du ratio de masquage, vu que c'est, comme je vous dis, l'approche est un peu plus fragile, disons, un peu moins, elle pardonne un peu moins. Ils se sont quand même permis de le faire parce que c'était la technique de facto, de comment se comparer. Dans un scénario où vous, par exemple, vous voulez améliorer les performances d'un système ou d'un problème, mais clairement, vous autorisez de faire du fine-tuning. Vous voyez 85% ici, alors qu'en linear probing, 73%, on perd quand même un 12%. Il y avait aussi une discussion intéressante dans l'article sur pourquoi doit-on faire un ratio de masquage aussi élevé. Donc, si vous vous rappelez, les techniques en NLP comme BERT, par exemple, souvent vont venir juste masquer 15% des éléments d'une phrase, puis on doit prédire les éléments manquants, ce qui est exactement le même problème qu'on a ici avec le masque auto-encoder. Et la raison, c'est que dans une phrase, le contenu sémantique de chaque mot est très élevé. Hein? Les mots ont été inventés par les humains. Donc, clairement, chaque mot a un fort contenu sémantique. Moi, j'appelle ça comme manger du coulé de la cuillère. C'est très fort. Les images, l'univers n'a pas été conçu de sorte à ce que chaque pixel contienne de l'information sémantique très élevée. C'est plutôt l'ensemble des pixels qui va finir par donner, dans le fond, collectivement de l'information sémantique. Par exemple, que ça, c'est une lampe, ça, c'est une chaise, ça, c'est une voiture. Donc, le fait que l'information sémantique, elle est beaucoup plus diffuse dans les pixels, ça veut dire qu'on doit, si vous voulez, on peut se permettre d'en couper plus, vu qu'elle est diluée. Puis, à quelque part aussi, on doit se forcer d'en couper plus parce que si j'enlève juste un petit morceau d'image, c'est quand même relativement facile de recréer. Donc, si la tâche est facile à accomplir, le réseau ne va pas apprendre nécessairement beaucoup. Donc, c'est vraiment quand même une explication intéressante de pourquoi avoir un ratio aussi élevé. Notez aussi qu'en vision, normalement, c'est souvent plus autour de 20 à 50% qu'on masque dans les images. Donc, à quelque part, le fait d'avoir utilisé un réseau transformer, je pense que aussi, ça montre le fait qu'on est capable de masquer jusqu'à 75% de l'image puis d'être capable de récupérer l'information sémantique globale. Je pense encore là, ça démontre la force de ces approches-là de réseau transformer. Par rapport aux algorithmes de vision classique, là, on voit ici que dès qu'on dépasse 50%, les performances d'auto-apprentissage peuvent chuter quand même assez drastiquement. En résumé, le MAE, c'est inspiré du NLP, donc BERT, Mask Auto-Encoder. Comme je disais, on doit masquer plus d'entrées de notre image par rapport à du NLP parce que le contenu sémantique est plus dilué. Aussi, le fait d'avoir cet encodeur-là qui est plus petit va accélérer le pré-entraînement puisqu'on applique cet encodeur-là seulement sur une petite partie de l'image. Donc, ici, dans l'article, il parle d'un facteur 3 pour l'accélération, ce qui est quand même pas négligeable lorsqu'on a des entraînements qui durent des semaines. Ils ont obtenu donc le meilleur résultat ImageNet 1000 classes sans données auxiliaires via la technique. Donc, on fait un pre-train sans les étiquettes. Et après ça, on fait un supervised fine-tuning sur le pipeline au complet, sur le backbone au complet. Et ils ont aussi démontré dans l'article qu'il y a des gains très intéressants sur des tâches navales, des tâches downstream, comparativement à juste pré-entraîner sur ImageNet, donc étiqueté. C'est un autre message, j'espère, que vous allez retenir du cours cette année. C'est que maintenant, on voit qu'on est capable d'avoir des meilleurs résultats lorsqu'on utilise un backbone pré-entraîné de façon auto-supervisé par rapport à un backbone qui était entraîné sur ImageNet, ce qui était quelque chose qui était pas possible il y a allé jusqu'à peut-être il y a 1 an. C'est vraiment moi je m'attends à ce que dans la prochaine année, l'écart, justement,
se creuse de plus en plus. On va probablement avoir une saturation quand même des méthodes auto-supervisées, mais je m'attends quand même à avoir un écart qui augmente. Donc, aussi, conceptuellement, c'est différent des méthodes contrastives là, où ce qu'on devait faire du data augmentation. Je le rappelle, là, je devais avoir deux vues différentes de la même image, puis après ça, c'est de reconnecter avec une fonction de similarité à la tête. Ici, MAE n'a pas besoin justement de perte contrastive, n'a pas besoin de cette data augmentation. Donc, pour conclure ce segment sur les approches auto-supervisées, self-supervised, elles sont maintenant compétitives avec des approches supervisées pour l'entraînement donc de notre backbone qui va nous servir à faire des tâches downstream. L'approche maintenant de faire cette passe double donne des gains intéressants. Donc, une première passe sur mes données en self-supervised, une deuxième passe après ça en supervised. Les tâches prétextes qu'on a vues la semaine passée au début dans la première partie étaient relativement simples, prédire la colorisation, prédire la position des patchs. Donc, c'était des tâches prétextes qui étaient relativement simples. C'est un peu un balbutiement qu'on faisait. Et maintenant, on voit que les tâches prétextes se complexifient. Hein. On doit créer des architectures plus profondes, faire des projections, après ça, utiliser des dictionnaires avec des clés, et ainsi de suite. On peut diviser les deux tâches, disons, prétextes les plus communes maintenant, donc la reconnaissance d'instance, de dire est-ce que c'est la même image ou pas. Moco et SimClear, c'est ce qu'ils faisaient. Ou faire des prédictions d'embeddings. C'était Contrastive Prediction, donc CPC, donc de prédire des embeddings Z, ou l'utilisation de tokens, donc trouver des tokens qui sont utiles pour notre tâche de recréer d'images. Donc, ce sont une autre philosophie de tâches possible pour faire de l'auto-supervisé. Quasi-omniprésence de la perte contrastive. Par exemple, CPC, la perte, on la voit ici. Donc, encore là, c'est toujours un logarithme d'un exposant. Ici, c'est un produit scalaire, donc c'est une distance cosine. Moco 1, on voit ici donc une distance cosine entre la clé et entre la query et la clé. Et SimClear, on voit encore là ici, c'est une fonction de similarité qu'ils ont juste pas mis de façon explicite dans l'article, mais ça peut être notre fonction de symétrie préférée. Mais on voit quand même que la formulation, elle est quand même pratiquement identique. Similarité exposante divisée par la somme des exemples, soit négatifs ou de tous les exemples. Là. On voit que c'est quand même une tendance qui est très forte au niveau de cette perte contrastive. Là. Donc, c'est un autre message à retenir. Là. Si vous faites de la recherche, clairement, là, les pertes contrastives sont un domaine en ce moment qui est quand même assez fort en expansion. Et dernier take-home message, je le répète souvent aujourd'hui, vous allez être tanné, mais comme je dis, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et il y a un article qui justement vient faire un peu qui vient chercher qui veut vraiment démontrer ça. L'article, c'est donc Deep Double Descent en machine learning classique. Donc, si vous avez la taille du modèle, OK, le machine learning classique nous dit que l'écart entre le train et le test devrait donc diminuer à mesure qu'on augmente la modèle. Pardon, excusez, c'est ça, c'est l'écart. Donc, à mesure que j'augmente mon modèle est de plus en plus puissant, donc je suis capable d'avoir des meilleurs résultats. Peut-être pas, non, excusez, c'est pas l'écart, c'est juste l'erreur en test ou en trade. Donc, à mesure que j'augmente la force de mon réseau, l'erreur devrait baisser parce que j'améliore les performances. Éventuellement, je tombe dans un régime où je vais faire du surapprentissage. Plus mon réseau est gros, plus j'ai de paramètres pour surapprendre puis finir par apprendre par cœur mon jeu de données. C'est ce qu'on voit ici, la courbe en vert pointillé. La tendance qu'on voit maintenant, c'est vrai jusqu'à un certain régime, mais lorsqu'on augmente encore plus la taille des réseaux, on voit qu'on tombe dans le régime qui appelle le moderne, où mon réseau généralise mieux à mesure que j'augmente la quantité, la grosseur de mon système. Si vous voulez aller jusqu'en peut-être jusqu'en 2014-2013, les réseaux de neurones n'étaient pas suffisamment gros pour traverser cette butte-là, mais maintenant qu'on a des réseaux de neurones avec des centaines de millions et parfois des dizaines, sinon des centaines de milliards de paramètres, puis maintenant, on est capable d'aller dans cette zone-là ici d'expérimentation. Notez que petite parenthèse, là, pour faire ressortir cette bosse-là, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté des bruits sur les étiquettes. Donc, ils disaient, par exemple, ils mélangeaient les 10% des étiquettes. Mais je trouvais que cette image-là représentait vraiment bien l'ère dans laquelle on est rendu, qui est cette ère-là ici des grands jeux, des grands réseaux, et de faire attention à notre préconception classique qui nous disait que bigger sometimes is not better. Ici, c'est le cas à partir du moment qu'on a dépassé la petite butte ici.